Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. J'ai décidé qu'on arrêtait les vannes sur la tourtelle. Parce que vous avez entendu, il y a un gars qui dit une tourtelle. On arrête cette fois-ci. Tu l'as dit. Mais je l'ai dit. Du coup, tu pars en moto? Oh, c'est bien fait, hein. Ouais. J'ai écouté, c'est charmant, c'est bien. Comment il s'appelle le garçon qui a fait ça déjà? Julien. Julien, voilà, Julien. Avec. Merci Julien. Oh, merde, hier ça reparlait. Bienvenue tout le monde dans ce numéro d'Allô la planète dans mon salon avec Stéphane et Flo. Ça va Flo? Tout va bien? Super. On s'est vu il y a 15 jours, je suis allé... Bonjour Stéphane, pardon. Il me regarde bonjour. tout à coup, ces gens. Il m'a Et alors moi, oublié. j'existe pas. Excuse-moi, cher Harvey. Excusez-moi. Non, Bonjour mais- mon cher Stéphane. Bonjour. Non mais ils sont dans mon salon depuis 13h, ils sont arrivés, on se parle tout le temps, donc là on a oublié qu'on se rencontrait en fait. C'est ça. Bienvenue Ah, dans... En fait, j'attendais que tu donnes le nom de la ville où tu étais la semaine dernière. Obna. Ah oui. Et j'ai pas dit Obnas. Non, mais je m'intéresse beaucoup à Obna, je vais venir à Obna. C'est bien, j'ai découvert les provinces de France. Enfin, une en tout cas, enfin un petit bout d'une province. Enfin, j'ai découvert Obna. Et c'est très chouette là où vous habitez, c'est très sympa. Tu sais quoi, je savais même pas où c'était en fait. Et je mettais ça plus dans le centre vers Clermont-Ferrand. Donc c'était moins Ah oui. rigolo. Ah oui, Moi, mais je sais pas pourquoi moi, je joue. sud, du coup, ouais. Et quand on est sorti de l'autoroute à Valence, et que, hop, tout de suite, Cigale, je me suis dit, on est bien, On c'est est bien. dans le sud. Ouais, c'est bien. On est bien. Qui est avec nous? C'est Yves, c'est ça? Yves? Oula. Allô? Oui, Yves. Salut. Yves. Oui, bonjour. Bienvenue dans l'émission, mon cher Yves. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, tiens, à propos de France, c'est une émission très Covid, finalement, les gars, parce que c'est Flo et Steph qui s'occupent de vous contacter pour participer à l'émission. Que de la France. Bah, dites quelque chose. Mais non, c'est pas que de la France. Yves, il est pas en France. Bon, à Non, je Paris. suis pas en France du tout. Merci Yves. T'es où? Je Fais suis le dans le menti. sud de la Serbie. T'es où, pardon? Je suis dans le sud de la Serbie, D'accord. c'est-à-dire proche de la frontière avec la Macédoine. Voilà, où je passerai demain. On est dans le sud, alors. Voilà, c'est un peu dans le sud, mais il tombe un déluge en ce moment. Alors, je suis sous la flotte, en fait. Voilà. Bon, bah, cela dit, Oui. sinon, après, attends, bouge pas, Yves. Sinon, après, on sera avec Armel qui est à vélo, le long de la Seine. Émeline et Julien, ils font un GR10. GR10, c'est dans les Pyrénées. Anna, elle nettoie le monde, la France. Doris est revenu en France. Et Pierre, il randonne. Non, mais on va être interrompu un moment parce qu'il y a le camarade Henri-David Cohen que vous connaissez, si vous connaissez l'émission depuis longtemps, c'est un vieux pote d'Allô la planète. Il a fait une balade autour du monde et il a transformé ça, tous les carnets de route, en un one-man show humoristique. Donc c'est le seul d'ailleurs, je crois, humoriste qui utilise le voyage et le tour du monde pour faire un spectacle. Et il m'a dit j'ai mis tout le spectacle en ligne, il faut le dire aux gens. Je dis viens le dire aux gens. Et on l'attend. Donc à un moment, on sera interrompu par Henri-David Cohen qui va sonner. Comme on est à Paris, on a des tas de problèmes, des histoires. Faut monter dans des ascenseurs, faut appeler des gens. tu sais, il y a Oui. des tas de sonneries, de sas, de codes à connaître. Un vrai c'est un labyrinthe. cauchemar. Et donc on fera tout ça. Bon alors donc mon cher Yves, rappelle-nous un peu ce que tu fais là-bas parce que il faut une raison quand même pour être là-bas sous l'eau. Alors, sous l'eau, il n'y a pas beaucoup de raisons à avoir. Hein. Il suffit d'attendre qu'il pleuve et c'est le cas. Non, en fait, je fais un itinéraire en Europe parce que l'an prochain, normalement, j'étais inscrit à une course, la Transcontinental Race. Et du coup, comme elle est annulée, moi, je suis parti tout seul. Voilà, donc je fais un itinéraire proche de celui de la course et un peu dans le même esprit, c'est-à-dire rouler beaucoup et dormir pas beaucoup. Voilà. C'était une course à vélo, hein, c'est ça qui traversait plusieurs course pays. à vélo, ouais. Ouais. Et ça, en fait, ça part de Brest et ça va au bord de la mer Noire. Voilà, une course transcontinentale comme ça. Et donc cette année, à la cause du Covid, annulée. Et toi, tu te dis, moi, je vais me la faire quand même. Une course contre moi-même, j'ai quand même une chance sur deux de gagner. Soit c'est moi, soit c'est moi-même.
Je crois même que j'ai une chance sur 1 de gagner, ce qui est quand même encore mieux. Oh, un jour, Stéphane nous racontera sa rencontre avec un schizophrène, une nuit au bord d'un lac. Je vous jure que cette histoire est vraie. Stéphane, avec son âne Marius, un soir s'installe au bord d'un lac pour dormir tranquille. Un gars arrive en voiture et derrière, il y a un sketch inouï qu'il nous fera. Le gars s'engueule avec lui-même toute la nuit et Stéphane se dit, qu'est-ce que je fais? J'interviens ou pas? Le type est-il dangereux? Et c'était un vrai de vrai schizophrène, modèle Fight Club. Sa mère et la... Ouais, moi, je suis pas dangereux. Hein. Non, t'es pas dangereux. Pourquoi on disait ça? Oui, parce que t'es un schizophrène cool. Donc t'es tout seul depuis quoi? Ça fait 15 jours, on s'est parlé il y a 15 jours quand j'étais à Aubenas, justement. 15 jours, ouais. Non, depuis moi, ça fait 12 jours et demi que je roule, en fait, exactement. Voilà, moi, j'aime les chiffres. Et toi, si je me souviens bien, t'es pas le genre balade tranquille, pépère, il y a un coin sympa, on s'arrête, on boit un coup de rosé. Non, t'es plutôt dans la performance. J'aime bien les deux, mais là, c'est pas le cas. Là, je roule. Là, j'ai 12 jours et demi et presque 2500 km. Donc, pour l'instant, je suis dans mes objectifs. Là. Voilà. J'ai freiné un petit peu aujourd'hui. Mon genou droit s'est mis en grève, mais bon, on a négocié. Et puis, il a repris le travail, donc tout va bien. Je peux poser une question personnelle. Où est le plaisir? Non, alors, non, pas le plaisir. L'ambition, l'envie pour se lancer dans une compétition tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Parce qu'en fait, c'est ça, tu te colles un challenge à toi tout seul, tout le monde s'en fout, que tu le fasses ou tu le fasses pas, ça change à rien. Mais tu le fais avec des efforts, c'est dur, t'es là, t'es sous la pluie en Serbie, il faut y aller quand même. Parce qu'il y a un vrai plaisir à ça, alors c'est très difficile à expliquer, mais pour faire simplement, si tu veux, moi j'aime le vélo, j'aime vraiment être sur mon vélo, et là, tu vois, j'en profite avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, quoi. Donc je vois tous les levers et tous les couchers de soleil, c'est extraordinaire. Et comme j'ai jamais envie de m'arrêter, je continue, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Puis, l'effort, c'est très tactique, c'est tactique l'effort, en fait. La stratégie, c'est à retrouver comment on se relance quand on n'a plus envie, après, etc. Donc j'aime bien ça, en fait. C'est un jeu. Voilà. Côté voyage, alors, donc t'as passé quoi comme frontière jusqu'à présent? France, après je sais pas. Alors France, les Alpes suisses avec des cols sympas, des grands cols là, vraiment magnifiques. Ensuite Slovénie, Croatie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, de nouveau Serbie, demain Macédoine, de nouveau Croatie et après je remonte. Voilà. C'est chez qui le klaxon? C'est chez nous? C'est chez lui? Il y a un klaxon de chez Non, il y a un type en train de fourrer une voiture en bas de chez moi. Moi, il y a pas mal de trafic routier ici, là où je suis, donc il y a peut-être un peu de ça, je sais pas. En gros, voilà les pays. Et aux frontières, t'as pas eu de problème alors, rapport à la pandémie? Absolument aucun problème. Bon, c'est bon. Aucun. Ah, attends, ça c'est Henri David Cohen. Ah non, c'est ma sœur. On répond pas, excusez-moi. Non, alors pas de problème aux frontières, pandémie, tout ça, non? Aucun. Non, aucun. Vraiment facile. Hier, comme il pleuvait des sauts de flatte, je me suis payé un luxe d'une chambre d'un petit hôtel, là. Et le gars était super sympa, il m'a dit, mais cette année, j'ai pas de touristes. Il était, tu vois, un jeune, là, alors il était content, il m'a vu arriver, il était content. Je lui ai donné 20 € pour avoir une chambre magnifique et il était heureux. Voilà, donc j'ai fait un heureux. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, le fait qu'on puisse traverser tous ces pays sans aucun contrôle. Qu'est-ce que ça veut? Attention, hein, les gens font très très attention ici. Hein. Tout le monde porte le masque tout le temps. Enfin, non, les gens prennent ça très au sérieux. Hein, donc voilà, donc moi je fais attention aussi. Je m'approche de personne. Enfin, je suis confiné sur mon vélo, donc je génère pas de risque. Tu sais. Alors, il y a une autre histoire. Alors, je fais de la fiction, mais imagine que toi, en fait, tu le saches pas. Et tu es le gars qui est en train de transporter le Covid dans toute l'Europe. Enfin célèbre. Il y a un mec, tu sais, dans 20 ans, 30 ans, quand les chercheurs seront penchés sur le truc. Chef, on a trouvé, il y avait un gars à vélo. Oui, ça pourrait. Mais je ne crois pas. Non, non, je rigole. Mais et alors c'est sympa, les gens sont cool, il y a une bonne ambiance. Il doit y avoir peu de monde, non, sur la route, tout ça. Si, il y a du monde. C'est surtout très joli en fait. C'est un peu ce que j'aime en voyage, c'est qu'on a toujours des images des pays qui reposent sur rien du tout, qui sont absolument toujours fausses. Et la Serbie, c'est vert, c'est très vert partout, c'est beau.
je me régale en Serbie, en fait. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à rien, en fait. Mais je me régale des paysages. Puis les gens, ils font pas attention à moi, en fait. Ils s'en foutent, mais c'est tout. Ils ont autre chose à s'occuper. Mais quand je leur demande quelque chose, ils sont très sympas, ils me répondent très gentiment. Enfin, ça se passe bien. Voilà. Bon, ben, mon cher Yves, merci beaucoup. Poursuis bien, sois prudent, embrasse tout le monde. À bientôt. Là, je rentre à la maison maintenant. Voilà. Ah, tu rentres? À bientôt. Il rentre? Oui, je rentre. Eh oui. Tu fais demi-tour. Je vais longer la côte adriatique et rentrer tranquillement. Voilà. D'accord. Bon, ben, bon retour, amuse-toi bien. Salut, merci d'être passé. beaucoup. Salut Yves. bientôt. À bientôt. À bientôt, Yves. Bye bye. Bye. Bon, Bye. toujours pas de nouvelles de Henri David. Qui est là? Anna. Anna. Coucou, Anna. Ah, Anna, c'est toi qui nettoie. C'est toi qui... Hey, salut, Anna. Comment ça va? Salut, merci de m'inviter, c'est chouette. Ça va très très bien. Le départ pour le projet kayak est demain, donc là je profite des dernières heures avec l'équipe organisatrice pour profiter un petit peu, et puis après demain ça attaque. Bon, bonjour Anna, c'est Eric, ça va? On se connaît pas, ça nous, va, vous super. vous connaissez avec Flo, alors vous avez déjà fait une émission, c'est ça? Oui, elle est d'accord. déjà passée dans l'émission, une émission qu'on avait fait sur l'écologie, voyage avec un projet écologique et solidaire. Et donc, on avait appelé Anna, et Anna a démarré. En fait, elle était en vélo, sur la partie vélo, et là, elle va rentrer sur la partie kayak, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, je suis partie le 31 mai de Marseille à vélo et j'ai rejoint le 5 juillet à Cerbère. Ensuite, 2 semaines de pause, et donc demain, le 19 juillet à hier, départ en kayak, cap vers l'est pour arriver le 12 septembre à Menton. Bon, imagine que j'habite dans les Yangtze-Kiang, je sais pas ces villes, qu'est-ce que c'est, où c'est. Alors, t'es parti d'où? Je suis partie de Marseille le 31 Marseille, mai. ça va, après, Ensuite, ça, tu visualises. voilà. Et t'es À allé chaque jusqu'à- fois, je longeais le littoral. Et D'accord. voilà, donc cap vers l'ouest. Donc tu descends, tu passes toute la côte Occitanie, la Camargue, Gruissant, parc de la Narbonnaise, pour arriver sur la côte rocheuse de Cerbère. D'accord. Dis donc, là, Voilà. il y a du monde en revanche pour le coup, touriste. Ah non, la Camargue, ça va, c'est sympa la Camargue. C'est tout- sauvage, ça reste Ouais. encore assez. C'est protégé tranquille. encore la Camargue, non? Alors, il y a le parc régional qui fait ce qu'il peut pour ses missions. Le problème, c'est que moi, ma thématique, elle est sur les déchets, en fait, sur la problématique du plastique en Méditerranée. Et la problématique qu'on a en Camargue, c'est qu'on est sur un delta du Rhône. Ouais. Et donc le delta du Rhône, vous imaginez bien que voilà, ça drague tous les déchets de Lyon, par là où passe le Rhône. Donc on est sur un espèce de piège à déchets qui est assez impressionnant. Et donc c'était intéressant de voir cette problématique-là et de la comparer à des côtes plus rocheuses ou alors à des plages de sable étendues. Tu veux dire, Et, c'est comme une nasse, quoi, en fait. T'as tous les. Ah oui, le Rhône, c'est grand, c'est long. Oui, oui. Mais il Ouais. n'y a pas de filtre avant Quelqu'un qui pose des questions à la con. Non, Pourquoi vous ne mettez pas des malheureusement. filets Excusez-moi de poser une question idiote, mais pourquoi quelqu'un met pas un filet à un moment et on arrête tout? Eh ben c'est pas du tout idiot. En fait, il y a ce système qui existe dans tout à l'égout des villes, Voilà, ouais. où en fait, en dessous des plaques, voilà, on va mettre des fils qu'on va vider une fois par semaine ou quand il y a beaucoup d'eau de pluie. Mais on va pas pouvoir le faire dans un milieu naturel parce que ça va empêcher le passage des poissons, la migration, Oui, oui. et puis tout simplement le bon déroulement de la biodiversité. Donc pas possible de mettre ça là sans gêner le côté Et naturel. Ouais. on met des demi-filets. Non mais du lundi au jeudi, tu mets le filet à gauche, Oui, et tu puis n'as pas le filet à le droite. poisson, il va savoir où est le filet. Bah, Alors tu là, je peux aller là, tu lui dis, aller là. tu l'informes, Je suis pas sûre. Ami poisson, Non, du c'est lundi au jeudi, passer à gauche. Ah, ouais, ça marchera pas. Bon, ok. Non, ce sera pas bon. Ah mince, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais alors toi qui es dans la partie, parce que donc ce que tu fais, ta mission, c'est quoi? C'est de repérer des endroits, faire un reportage. Qu'est-ce que tu fais en fait? En fait, moi, j'essaye d'alerter sur la problématique du plastique en Méditerranée à travers le prisme de l'aventure. Parce qu'on a des scientifiques qui alertent, ils sont pas entendus. On a des militants qui alertent, ils sont pas toujours entendus. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est m'aventurer dans des lieux que je ne connais pas forcément. Et je me suis dit que la planète avait besoin un petit peu qu'on mette en lumière cette problématique. Donc, j'ai allié ce que je savais faire et ce dont le monde avait besoin pour faire cette aventure-là, donc qui dure 3 mois, et organiser des ramassages de déchets marins tous les dimanches en association avec les collectivités territoriales et les assos Mais par et les exemple, citoyens qui nous rejoignent. par exemple, c'est quoi? C'est tu repères un bout de plage où il y a un amoncellement d'ordures pour X raisons, des courants, des je ne sais quoi, et là vous nettoyez ce bout de plage. C'est par ça. exemple, En fait, du lundi au jeudi, je vais pagayer. Où je vais pédaler. Là, pour le coup, la partie vélo est terminée, donc je vais surtout pagayer du lundi au jeudi.
Ensuite, le vendredi midi, je vais rencontrer l'association ou la collectivité territoriale avec laquelle j'ai déjà un lien, qui elle connaît bien son territoire et a déjà son réseau. Je mange avec eux. L'après-midi, on va aller faire du repérage sur le lieu qui aurait le plus besoin d'être nettoyé. Ensuite, le samedi, repos. On prépare les sacs, les gants, et le dimanche, bam, de 10h à midi, action. De 10h à 11h, on ramasse, et de 11h à midi, on va catégoriser ces déchets pour ensuite faire remonter ces données-là au niveau européen. Elle est très organisée. Ah, la vache, je suis surpris. Moi, je sais même pas comment se déroule ma journée. L'autre, t'as vu là samedi, midi et quart, déjeuner, midi 20. Attends, Anna, s'il te plaît, dis rien, laisse-nous les cigales. J'étais sûr qu'elle se tairait au moment où je demanderais ça. J'ai toujours ce problème avec les cigales. Revenez les filles. Si, on les entend. T'es où comme ça? Décris-nous un peu autour de toi, Anna. C'est comment? Eh bien, écoute, là, je suis à la presqu'île de Gien. Ouais. Ah, c'est magnifique. Qui est, c'est l'un de mes endroits favoris en France, même sur Terre. J'y ai vécu quelques mois. Et là, on est sur un calme plat, une mer d'huile magnifique. Mais c'est comment? Il y a quelques personnes qui barbotent. Je connais pas, c'est quoi? En fait, c'est dans le Var, ça va être le début de la Côte d'Azur, partie ouest. Donc c'est pas encore, c'est même pas bétonné là. La presqu'île de Gien, elle est très pas assez, mais elle est quand même pas mal sauvage. Et c'est des côtes rocheuses, donc de l'eau très claire. On peut observer plein de poissons. Là, tout à l'heure, on en a vu pas mal. Et voilà, c'est des petites falaises là, mais on est en train de faire le sentier du littoral pour profiter des derniers moments de calme avant d'aller naviguer. Et t'as pas un peu l'impression d'être Sisyphe, tu sais, le gars qui remontait son rocher au haut de la montagne et puis retombait de l'autre côté, puis il fallait recommencer tous les jours. Il y a un côté... Non mais, c'est pas critiquable ce que tu fais évidemment, mais comment... Tu crois que... J'ai l'impression que c'est impossible cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une excellente question. Mais oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'il faut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin pour... Alors, je comprends ce que vous faites et on a beaucoup de témoignages comme ça. D'ailleurs, dans le monde entier, il y a des gens comme toi qui font des actions pour nettoyer des plages, nettoyer des forêts, nettoyer des trucs. Bravo, mais... comment faire, tu vois? En fait, c'est un problème politique. Qu'est-ce que t'en penses, Anna? Ça vient de tout en haut. Complètement. En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. J'espère que je vais pas perdre le fil, mais rappelle-moi le côté politique, je l'oublie. En fait, ramasser les déchets, c'est donc une action de nettoyage. Attends, on t'entend moins bien là. Rebouge. Je sais pas comment t'étais avant, mais... Cette action-là, que c'est vraiment... Attends, Anna. Tu peux bouger, Anna, on t'entend pas. Anna, ça y est, elle est partie. Anna. Il faut se dire que les déchets qu'on observe sur la plage, juste ceux qu'on observe, ils passent tout ce qu'on ramasse, juste ceux qu'on voit, ils représentent un temps. Attends, Anna, stop, Anna. Tu nous entends? Non, elle est perdue. Elle s'est emballée. Incorporé dans des gires. Ah non, c'est le film. Non. Anna, je pense que ça... Oui. Tu nous entends? Parce que là, non, attends, bouge plus, parce que justement, on te perdait, on n'a rien entendu. Vas-y. Ah, désolé. Ça y est, voilà. Bouge plus. Reste sous l'arbre avec la cigale, là, bouge plus. Bon, et essaye de pas trop foncer dans la diatribe. Parle, écoute-moi. Quand t'as démarré à fond. Donc le thème, c'était, est-ce que finalement, oui, c'est très bien de faire toutes ces initiatives, etc. Mais à un moment, c'est des décisions politiques au plus haut niveau qui vont empêcher que ce plastique s'amoncelle, soit parce qu'on en consommera moins, soit parce qu'on l'interdit, soit pour... Voilà, à un moment, ça pourra pas marcher sans ça. Ouais, complètement. En fait, l'action de ramassage en soi, elle représente. Enfin, en effet, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut se dire que nous, seuls les déchets qu'on va voir, ce sera 1% des déchets qui sont vraiment en Méditerranée. 99% des déchets, ils sont déjà au large et déjà au fond. Ils ont coulé, voire même sont en une espèce de soupe de plastique. C'est ce qu'on appelle le 7e continent dans l'océan. Nous, on en a aussi en Méditerranée des petits gyres comme ça de microplastiques. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Ta question, c'était surtout sur, en effet, comment vraiment agir. Le fait de faire des ramassages, ça permet d'alerter sur une problématique qu'on voit, mais pour laquelle on n'est pas forcément hyper informé. Moi, pendant les ramassages, je vais creuser un petit peu tous les aspects, d'où viennent ces déchets, je peux les identifier, expliquer pourquoi, comment, etc. Et en fait, une fois qu'on a une prise de conscience d'en bas, on a deux pouvoirs. On a le pouvoir de voter, donc en effet, via les politiques, si on y croit, si on a confiance en eux, ça c'est un autre débat. Et deuxième levier d'action qu'on a, c'est notre manière de consommer, parce que si on a bien un pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. Et en fait, en choisissant, je pense que je suis
avec des auditeurs déjà convaincus, mais en faisant oui, mais on est tous, attention à tu ce qu'on sais, achète. attends, Voilà. tu sais, on en parlait tout à l'heure, il y a Flo et Stéphane qui sont venus chez moi à Paris, là, faire l'émission, et on est allé acheter à manger tout à l'heure, on a été acheter des tomates, et pour tout te dire, non mais, on est tous des convaincus ici, on sait tout ça, et c'est marrant, bon, Steph, il a pris des tomates en vrac, mais on en parlait après, je disais, mais tu vois, en fait, le plus gros problème, c'est un des piliers sur lequel repose l'ensemble de l'humanité, c'est la flemme, la paresse. Et le pilier de la paresse fait que un type comme moi, il rentre au G20 en bas, il y a les tomates en vrac à droite, et alors donc il faut que je prenne les tomates, je vais mettre dans le petit sac, que j'aille les peser, et j'ai machin. Et c'est con, hein, mais par flemme, je vais prendre le petit sachet en plastique, tu sais, avec la petite barquette en carton, là. Et c'est ridicule, parce que t'as cité... Non, mais en plus, alors, tu sais, le plus aberrant, c'est que celles qui sont sous plastique, c'est celles qui sont estampillées bio. C'est ça qui est complètement dingue. T'as les tomates en vrac, elles viennent d'Espagne, elles sont blindées de pesticides, tout ça. Et les bio, elles sont dans un sac en plastique et une petite barquette. C'est tellement what the fuck que. Ouais. Enfin bon, tu vois, Anna, ce que je veux dire, il y a ce pilier de la flemme qui joue contre nous, quoi. Bien sûr, après on demande pas à tout le monde d'être parfait, mais juste de faire au mieux, en effet, avec l'énergie dont il dispose, avec ses valeurs. Il n'y a pas de jugement là-dedans, je veux dire, en effet. Non, bien sûr, Après, je fais pas de morale, surtout ouais. pas moi, t'imagines bien. Mais je me dis que ça va bah prendre ouais. un temps fou, en fait. Ton action, votre action à vous tous n'est pas inutile, mais dans le sens où elle va influencer des gosses, moi je suis sûr. Les gamins, Ouais. ils vont naître, Oui, ça, c'est les sûr. gamins, ils vont naître là-dedans, et plus ils vont entendre ce discours, plus le discours va être normatif. Oh là là, tout à coup, je dis des mots intelligents. Dis donc, Et Après, c'est pas trop les gamins qui font sensibiliser. Eux, ils ont bien compris. C'est plus les 30 et plus qui ont pas trop compris. Oui, mais les enfants vont Non, mais c'est pour peut-être ça- emmener Et c'est les eux qui ont le parents pouvoir à... d'achat. oui, Ah, mais je réagir. dirais que là, je vous parle du long terme. Hein, tout ça aura sans doute un réel impact dans 30 ans. C'est ça que je veux dire. C'est que quand il y a une Après- génération qui arrivera, qui aura été élevée là-dedans. Moi, j'ai grandi ouais. dans un monde où on découvrait le plastique. Il y avait des pubs à la télé. Le plastique, c'est fantastique. Ouais. On nous a mis ça, nous, dans le cerveau petit. C'est là, c'est quelque part, c'est dans mon inconscient culturel. Le plastique, c'est c'est fantastique. Mais oui. Le caoutchouc. On était tous là, ouah, super, des tabous Bah en ouais, plastique, des chaussures carrément. en plastique, Non, mais c'est c'est vrai, génial. c'est fou. Et après on les jette, on avait besoin de les lever, ouais, de les laver, super. Super. Et vous vous rendez pas compte qu'il y a eu toute la propagande publicitaire nous a formaté. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, t'as raison, moi j'ai plus de 50 balais, c'est plus difficile pour moi de faire l'effort parce que j'ai grandi dans un monde de plastique où on glorifie voilà tout ça et la consommation et tout. Et tout à coup, moi il faut que je dise ah non, c'est pas bien, il faut que je revienne en arrière. Tandis que des mômes, ce que je veux dire, c'est que des mômes, s'ils grandissent là-dedans... Ah, attends, on s'arrête 2 secondes, il y a Henri David Cohen qui arrive. Installe-toi, cher ami. Bonjour. Tiens, prends-lui une bière. Prends-lui une bière au frigo. Non, merci, je veux pas de bière. Mais bah, moi, j'en bois. Je termine. On est dans les histoires d'écologie, mon cher Henri David. Voilà. Tandis que bon, des mecs comme moi, c'est très dur. De ma génération à moi, c'est très dur de revenir en arrière parce qu'il faut faire au-delà d'un effort, il faut briser une culture quelque part. Tout à fait. Culture, des habitudes. Et des habitudes. Ouais. Et tandis Eh oui. que des mômes, là, moi j'en ai plein des mômes, si dès le départ on les fait grandir dans l'inverse, et c'est ce que tu fais finalement, c'est là où j'en arrive à toi, bah peut-être qu'ils auront naturellement d'autres comportements. Voilà. Mais ça va demander du temps. Hein. Donc c'est pas inutile, Anna, vas-y. Non, parce qu'elle nettoie des plages, des machins, des océans. Avec une attends, t'as pas de micro. En fait, chaque dimanche, on va organiser un ramassage avec les associations locales et les collectivités territoriales. D'accord. Attends, ton micro est pas branché. Là, vas-y, essaye. Oui. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous présente Henri David Cohen, le seul humoriste du monde qui se fout de la gueule de la planète et de ceux qui en font le tour. Autrement dit, de nous tous. Et de moi le premier. Et de lui le premier. Salut. Bon, ben Anna, donc, bah voilà, bravo. Mais alors, une fois que vous avez tout nettoyé, oui, vous mettez ça dans des sacs et après on en fait quoi, tiens? La bonne question. Il y a, en fait, le problème avec le plastique, c'est que il peut pas être recyclé quand il y a un petit peu de mer qui l'a abîmé, un peu de soleil, tout ça. Donc en fait, il y a rien qui va être recyclable sauf le verre. Donc tout va partir au tout venant,
sauf les bouchons en plastique qu'on va pouvoir redonner à l'association Sauvage, qui elle va les transformer en bracelets et en autres outils. Mais autres bijoux et accessoires qui vont pouvoir donc revaloriser cette matière qui a priori n'est plus valorisable. Ouais. Et on va avoir aussi Recyclope, qui est une association qui va transformer les mégots en énergie. Il y a Les aussi mégots Canet de Partage. Ouais, les mégots, ouais. Ah super, Alors, les on peut mégots, faut refumer savoir- alors. Mais non, Ouais, t'as tu dit les tu jettes reviens en directement arrière, en Eric. arrière. Mince. Il a rien compris. Mais est-ce qu'on peut envoyer nos mégots quelque part? Ouais, complètement. Alors vous, Oui, vous êtes à non, Paris, mais c'est vrai, ça c'est une question sérieuse. Hein. Vous êtes à Paris, c'est ça? Oui. Alors, il y a plusieurs associations qui le font, notamment, il me semble, Mégo, qui est peut-être même une entreprise à vérifier. En tout cas, j'ai vu aux abords des gares, Paris, Gare de Lyon, il me semble, ou Gare Montparnasse, où tu as des cendriers qui vont être, une fois pleins, collectés par cette entreprise. Elle va revaloriser, elle va Ouais. recycler ces déchets-là. Et Non, c'est quoi, des ils Paris, il y a- utilisent- il y a pas mal de choses Ils là-dessus. utilisent la chimie du mégot, ils récupèrent ça pour faire une énergie. De Bah, en l'énergie. fait, le mégot, c'est du plastique. Ouais. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont. Alors, je sais pas exactement quel est le processus, mais ils vont laver entre guillemets ce plastique qui a absorbé tous les polluants, et ils vont séparer cette eau sale avec le mégot plastique. Et je sais plus. Je crois que c'est le plastique qui va être transformé en énergie. Je sais plus exactement par quel processus. Bon, Bah bref. écoute, moi je fume pas, mais je vais récupérer les mégots de Mago et. Ah bah non, mais moi je vais recommencer à fumer pour sauver la planète. Non. Bon d'accord madame. Le mec pas influençable du tout. Anna, merci beaucoup, poursuis bien. Merci. Je sais pas quand on en refait une quand les gars. Alors normalement le 1er août, si t'es là, ça D'accord. serait la dernière de la saison. Je suis là. Donc 1er août, on te rappelle. Anna, on Ouais, prend des c'est cool. nouvelles. Merci. Ça marche. Yes. Super. On t'embrasse. Merci Anna, bravo. À bientôt. Oui. À très vite. À bientôt, Bye bye. Anna. Bye. À très vite. Et si vous voulez suivre l'aventure, du coup, vous allez sur Facebook, Projet Azur, ProjetAzur.com. sinon Instagram, Projet Azur. L'aventure, elle dure 2 mois. Vous pouvez me rejoindre tous les dimanches pour des ramassages. Ou pour les plus sportifs, si vous voulez faire des étapes avec moi, c'est avec grand plaisir. Bon, va falloir descendre sur la côte, mais si jamais vous entendez en web radio, n'hésitez pas. Toutes les infos sur projetazur.com, Insta, Facebook, Projet Azur. Ça marche. Merci Anna. On met les liens bien sûr sur le Facebook. Merci. et le site de- Eric, tu veux Ciao. pas y aller? Super. Bah c'est-à-dire que non, j'ai Elle a un dit pour les sportifs. Non, mais il a un planning chargé, Eric. Non mais moi je vais fumer et je vais donner mes mégots, je vais sauver la planète. Bah non, je peux pas cet été, hein, je travaille. Eh oui. Henri David Cohen est arrivé. Ça va, cher ami, ça faisait longtemps, dis donc. Oui, ça fait longtemps. Désolé alors, pour le retard. Je vous le présente, Henri David. À chaque fois, je dis Henri David ou je mets Oui, un c'est des ça. deux seulement. Non, je dis Henri David. Ah ça va. C'est un vieux pote d'Allo la planète. Ça fait des années qu'on te suit. Je sais plus depuis quand, mais voilà, c'est toujours qu'elle là quelque Ça part. fait des À un années moment, que tu voyages alors Ouais, ça fait longtemps. à un moment ou un autre, il ressurgit. À chaque fois, je change de média, de radio, de machin. Le Puis à un moment et Henri l'autre, il David arrive. Cohen Eh, les colle. gars, je suis là. Alors, rappelle-nous en 2 mots. Donc, tu as fait plusieurs voyages dans le monde et tu as utilisé la matière de tes voyages, des souvenirs, non pas pour faire un carnet de route, mais un one-man show. Voilà, c'est ça. Ça fait une bonne 20aine d'années que je voyage pas mal. Et il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait le tour du monde et pendant 15 mois. Et en rentrant de ce tour du monde, j'ai utilisé un peu toutes mes expériences de voyage les plus cocasses pour écrire un one-man show qui raconte mes voyages. Voilà. Voilà, et tu te moques ouvertement des gens que tu rencontres, des gens qui voyagent, de tout le monde finalement et de toi-même. Ouais, enfin, je sais pas c'est pas si méchant on peut dire d'ailleurs. que je me moque. Hein. Non, c'est pas du tout c'est méchant. pas de l'humour dur, non, c'est Non, clin d'œil. j'essaye de tourner un peu en dérision et de raconter avec humour les rencontres que j'ai faites, les peuples que j'ai croisés, les aventures qui me sont arrivées, les expériences insolites que j'ai vécues, les décalages qu'on vit souvent quand on voyage entre sa propre culture et les cultures qu'on traverse, qu'on côtoie, et voilà. Les réalités face aux fantasmes. Voilà. Mais non, je me moque méchamment de personne. Bah non. Et sauf peut-être de moi. Et t'as fait une sacrée tournée, dis donc. Et pas que, Oui, voilà. d'ailleurs, Alors le ça, tu t'es spectacle, baladé. et je le joue plus. Hein, je l'ai arrêté définitivement en octobre 2019, mais je l'ai joué pendant près de 6 ans. Ouais.
à peu près 200 fois dans, je sais pas, une trentaine de villes différentes en France et dans 11 pays. Waouh. Donc j'ai pas mal voyagé avec T'es ce allé où spectacle, pour ouais. ça alors, Belgique, Suisse, Alors, Canada. non, Tu es resté pas en Europe Suisse, mais non, figure-toi. parce que, mais comment J'ai joué plusieurs fois à Bruxelles, à Londres, à New York, à Montréal, à International Star. à Casablanca, au Luxembourg, à Dakar, Génial. à Brazzaville, à Tel Aviv. Et alors, je sais pas. Ah oui, c'est beau, c'est quasi. Waouh. Non, mais j'allais poser la question de la langue, mais à l'île Maurice et c'est- à la Réunion, pas mal aussi. c'est quasi que D'accord. du francophone, oui. À part New York et Ouais, Londres. Pas que du francophone, mais oui. Mais il du y a- coup, tu traduis ton spectacle non, ou c'était tu tout le laisses- temps en français. Hein. Ok. Mais il y a un des, public français, des quoi. il y a des Francophone. Français ou des francophones dans tous ces endroits. Bah si, c'est tout francophone, le reste. Oui, il y a Dakar, que Brazzaville. Londres et New York Londres et New York. Tel Aviv. C'est vachement Tel Aviv. francophone, si je dis pas de C'est bêtises. très, Ah ouais. pas mal. On m'avait dit que c'est là qu'il y a la plus grande communauté francophone en Israël, à Tel Aviv. Je sais pas Ah si ouais, c'est bah, vrai tu ou vois, pas. Ouais, c'est oui. quelque chose que Si, j'apprends. parce qu'à un moment, je vais te Mmh. dire, à un moment, on cherchait des. Oh là là, dans toute l'histoire d'Allo la planète, il y a eu un projet qu'il faudrait reprendre, qui serait peut-être pas con maintenant. C'était de mettre l'émission en open source sur un site et de dire à des radios associatives partout dans le monde, servez-vous, prenez-la, diffusez-la. Voilà, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous dire quel jour, quelle heure vous diffusez. Et du coup, on s'était renseigné sur tout. Et Israël, l'endroit où il y avait le plus de francophones, parce qu'il fallait que c'est l'endroit avec des francophones, c'était Tel Aviv. Voilà, semble-t-il. Bah, je pense que c'est une très grosse communauté francophone. Pas seulement, c'est pas la plus grosse d'Israël, c'est la plus grosse de toute la région, je pense. Ouais. Enfin, quoi qu'au Liban, ils sont tous. Liban, ouais. Mais il y a beaucoup de francophones. Parle beaucoup mais, français, ouais. mais, enfin, Sacrée balade, dis donc, mais Ouais, bravo. c'est chouette, bravo. Waouh. Et maintenant, j'ai écrit un film. Non. Pareil, inspiré de mes voyages et tout, quoi. C'est un peu le même. Ça va pas ressembler au spectacle, mais c'est un. Avec toi comme acteur principal Ah oui, oui. ou tu prends Christian Ouais, Clavier? non, en fait, Si tu vas avoir TF1 pour financer. D'accord, merci. Christian. Voilà. non, mais en fait, c'est un gros producteur de cinéma qui est venu voir mon spectacle une première fois au début. Et avec son fils, qui avait genre 15 ans à l'époque, ils avaient beaucoup aimé tous les deux. Et puis il a vu que toute la salle rigolait avec des gens de tous les âges, de toutes les couleurs et tout. Il a dit, ouais, ça pourrait faire. Un film. Ton histoire, ça pourrait faire en fait un super film populaire qui rassemble fédérateur, etc. Il m'a dit, tu devrais écrire un film qui raconte ton voyage. Et donc l'idée j'étais tout de suite séduit par l'idée, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Jusqu'au jour où j'ai arrêté le spectacle. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le spectacle, c'est pour avoir le temps d'écrire ce film. Et d'ailleurs, il est revenu à la toute dernière du spectacle avec certains de ses collaborateurs, son équipe et tout. Et voilà, ils ont beaucoup aimé. Il m'a dit, allez, c'est parti, maintenant on fait le film et tout. Et donc voilà, j'ai écrit le film depuis le début de l'année, j'écris. C'est très long. Écrire un one-man show, c'est très long aussi, mais un film, c'est pareil. C'est un autre travail. Et alors voilà, c'est vraiment encourageant. En fait, j'ai des retours très encourageants. Le début du film est super sympa. Et là, voilà, là, je suis vraiment en plein dedans. Mais alors, le film, ça va être très différent hein, parce que autant. Je t'arrête. Il faut en garder pour après parce qu'on est là. Ah, vas-y, vas-y. On a du monde, donc on en était au film. Trop, trop fort. Qui est là, mon cher Stéphane? Ah oui, il n'y a personne. Doris. On a Doris. On a Doris. Doris. Ah, Doris. Comment vas-tu, Doris? Oui, Alors, je vous très préviens. bien, merci. Elle est en France aussi. C'est très Covid, l'émission en ce moment. Donc, c'est très Ah franco-français. oui, carrément. Ma chère Doris, on t'a laissé en Mauritanie? Ou je dis une bêtise? Non, c'était en Mauritanie. Ouais. J'étais prisonnière en Mauritanie. Voilà, confiné en Mauritanie. Sympa. Ouais, ouais c'est super. C'était Très sympa. Non, mais vraiment. Oui. Comment? C'était sympa. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, c'était l'horreur. non, C'était l'horreur. l'horreur. J'ai vécu l'horreur là. D'ailleurs, je vais vous en parler brièvement si vous voulez bien. Oui, vas-y, raconte brièvement l'horreur. Bon, déjà, je voulais juste vous remercier de m'inviter ce soir. J'ai essayé de faire court parce que vous avez du monde. Et je commencerai par, un petit coucou particulier à Isa, Glenn et Laurent. Voilà. Alors, comment, d'abord, pourquoi t'étais, qu'est-ce que tu foutais, qu'est-ce que tu faisais en Mauritanie? Pourquoi t'étais là-bas? Alors, j'ai passé le mois de février-mars jusqu'à mi-mars à Nouadhibou, dans le nord de la Mauritanie, où j'avais des conférences sur mon livre, justement. D'accord. Oui, Alors, parce que Doris, elle se balade partout, à pied, en tongs, à cloche-pied, partout, dans le monde. Et tu fais des conférences sur tes voyages? Sur ton expérience de voyageuse? C'est ça? Ouais.
Moi, c'était mes 2 treks que j'ai fait le long du fleuve Sénégal. C'était 1700 km à pied, tout ça. Voilà, il m'est arrivé plein d'aventures que j'ai racontées dans un livre qui marche bien d'ailleurs. Donc du coup, elle est invitée. Alors, au sujet voilà. Et tu t'es retrouvé en Mauritanie pour des conférences. Et là, pouf, Covid. Voilà. Alors, j'avais fini mes conférences à Nouadhibou. J'avais des conférences de prévues dans toutes les 4 autres alliances françaises de Mauritanie. Hop, confinement, stop, tout s'arrête. Et moi, je me suis trouvée à Nouakchott le 16 mars et j'avais un billet d'avion le 18 pour la Guinée. Et pof, le 17, tout est fermé. Et donc, t'es resté 2 mois à Nouakchott ? 4 mois, presque 4 mois. 4 mois. Et alors Nouakchott, c'est pas le meilleur endroit sur Terre pour passer un confinement, si j'ai bien compris. Au niveau des troquets, tout ça, c'est pas génial. Il n'y a rien. Tout était fermé d'abord. Déjà, oui. Et puis, il n'y a rien à faire. Déjà, en temps normal, il n'y a rien à faire. Mais alors là, il y avait moins que rien à faire, quoi. Alors, j'aurais pu intituler ces 3 mois et 3 semaines de privation de liberté. Je voulais les appeler les derniers jours du reste de ma vie. Mais tu pouvais pas, te balader en fait ailleurs en Mauritanie ? Mais non. Non, on n'avait pas le droit de sortir de Nouakchott et personne ne pouvait rentrer. Toutes les routes entre villes étaient fermées, donc on était bloqués complètement. Et puis de toute façon, je ne sortais que très peu pour justement pas me mélanger. Mais quand on vous traite de Covid et qu'on vous lance des cailloux et qu'on vous crache dessus, comme ça m'est arrivé à Nouadhibou. Et oui, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un moment en Afrique subsaharienne où on disait que le Covid venait des Blancs. De nous. De France. De France, ouais. Je sais, j'ai une amie, elle est passée plusieurs fois dans Allô la planète, Lucie, elle était au Cameroun à ce moment-là. Et ils ont été rapatriés, ça a été avec 3 gamins. Et figure-toi qu'il y a un de ces gosses qui a eu une pneumonie. Et ils sont passés en une du journal télévisé, enfin pas eux, mais l'info est passée en une du journal télévisé, comme quoi c'était son gamin qui avait amené le Covid au Cameroun. Ah voilà. Et là, tout à coup, tu les as un peu à zéro. Tu te dis, non, mais c'est pas vrai, c'est pas moi. Mais il y a eu une sale ambiance à un moment, c'est vrai. Hein. Nous en France, c'était pareil avec la communauté chinoise. Hein. À un moment, c'était fou. Ouais. Ici, là, au début. Mais c'était dingue, les gens me disaient, mais je vais pas au resto chinois, je vais choper le Covid. Je dis non, mais les gars, on a eu des réflexes terribles, quoi. Donc voilà, donc tu t'es retrouvée isolée, toute seule, en territoire semi-hostile, on va dire. Ah ben, carrément, et puis j'étais logée dans une auberge qui était fermée, où le gérant était, lui, bloqué au Maroc. Et donc j'étais seule là-dedans avec un autre bonhomme pas sympa du tout, donc j'ai passé 4 mois d'une horreur. Alors maintenant, il faut plus me dire du tout le retour sur soi, tu n'as pas à te plaindre, tu es sous les tropiques, la solitude, ça fait du bien, se retrouver face à soi-même, etc., etc. Hein? Et puis aussi, on m'a sorti tout à une fin. Oui, bien sûr, de quelle fin parle-t-on, hein? J'ai vécu cet enfer vraiment avec des idées noires. Oh, on sent que ça a été dur, ma chère Doris. Il faut que tu reviennes, là. Faut que tu retrouves la pêche, là. Ouais, ça va mieux. Puis surtout que, vous savez, ce confinement, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais ça ressemble aux 5 étapes du deuil. Oh là là, il y a d'abord le choc. T'es dans le noir, là, ma chère Doris. Non, moi, j'ai pas été jusque-là. Carrément, hein. Mais non. D'abord, il y a le choc, après, il y a la colère. Ouais. Après, il y a le marchandage avec soi-même. On va essayer de trouver un plan B pour m'évader. Je voulais m'évader, rappelez-vous. Et puis après, arrive la dépression, la tristesse. Et là, je suis tombée en pleine dépression. Ah bah oui, voilà. On sent ça. Mais prends un cachet, je sais pas. Non, mais non, ça va, je suis rentrée. Non, mais ça a dû être dur. Je me moque, mais ça a dû. Mais tu sais, ici aussi, les gens tout seuls. Moi, j'étais coincé. J'imagine. Moi, j'étais coincé avec 2 enfants en bas âge. Je me suis bien plaint au début. C'était vraiment rude, surtout qu'on sortait pas au début. Vraiment, on jouait le jeu à fond, quoi. Avec les gosses et tout, tu sais plus. Et après, j'ai des potes qui étaient tout seuls dans leur appart à Paris. J'avais le fantasme d'être à leur place. Et puis finalement, le temps passant, ceux qui étaient tout seuls m'appelaient et me disaient putain, j'aimerais tellement être avec toi et tes gosses. En fait, la solitude, c'est hyper dur. C'est très très dur. T'étais tout seul, toi, Henri? C'est l'horreur. C'est l'horreur. Ouais, c'est dur quand on est tout seul. Ouais. Bah, Doris, elle était toute seule dans une auberge fermée. Moi, ça va, j'ai la chance, j'étais confiné avec 5 filles. Tout va bien. Au bord de la plage. Ça va, là, alors. Dans une villa avec piscine et une seule chambre avec un très grand lit.
Là, je suis présent. C'était festif. Ah non, moi j'envoyais tous les jours des mails à Élysée pour dire prolonger le confinement, s'il vous plaît. Voilà, le confinement n'est pas. Non, il y a des gens pour qui c'est. n'est pas pareil Vous deux pour là, tout le monde, Stéphane hein. et Flo, c'était pas. Oh, ça va, nous ils aussi. habitent en Ardèche avec des ânes, il y a des jardins, des trucs. Juste pour terminer, Oui. est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée Nelson Mandela? Il Ah a bon passé donc 27 ans en prison. Oui, c'est sa journée aujourd'hui. C'est Alors, ça Nelson tombe bien. Mandela Day. D'accord. D'accord. Voilà, j'ai pas passé 27 ans en prison, mais j'ai une très belle phrase de lui pour terminer. Je vous la lis, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est lui qui dit ça. Alors que je passais la porte en direction de ma liberté, je savais que si je ne laissais pas toute la colère, la haine et l'amertume derrière moi, je continuerais à rester en prison. Voilà. De Wow. Nelson C'est une Mandela. belle phrase. Waouh. Ouais, et ben, c'est bien à dire, ça doit pas être facile à pratiquer. Ouais. Bon, Doris, comment s'appelle ton Non. livre? Pardon? Ton livre, c'est quoi le titre? Le titre s'appelle Le mystère du Tiopeji et vous pouvez le commander sur le site en ligne lulu.com et vous le D'accord. recevez en 5 jours chez vous. de Lulu.com, toute façon, c'est là qu'on le commande. on met ça sur le Voilà. site et Facebook et tutti quanti Ok. d'Allo la planète. Merci. Bon, Doris, Et reprends du alors, poil de la bête. Mais Si vous me rappelez, oui. la prochaine fois que vous me rappelez à l'automne, je veux bien, avant de partir, parce que je repars à l'automne, évidemment, Ouais. on reste là, hein. Malgré que je sois très bien ici dans la campagne tarnaise, je vous ferai part de mon projet, mon prochain projet, qui est un beau projet sur mon île. Voilà. Ben voilà, ça y est, on regarde devant. Merci beaucoup, Ah, mais Doris. il faut, hein. À la prochaine. Il faut. Ouais, bah ouais, je sais. faut. C'est pas facile. Merci, Doris. Eh ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne route. Bye bye. À bientôt et merci à vous. Au Au revoir. revoir tout le monde. T'es allé en Au revoir, la Mauritanie planète. dans toutes tes péripéties? Non, pas de Mauritanie. Dans le monde arabe? Oui. Ah bah oui, Maghreb. je suis Maroc, Tunisie, Sénégal, enfin, c'est musulman. Ouais. Non, enfin voilà, le monde arabe, oui c'est tout. Quand tu repenses à le moment où tu voyageais, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais en tête de faire quelque chose de ce voyage? Tu prenais des notes pour Ah oui, soit faire un livre, soit faire un spectacle, soit je sais pas. Ouais. Ou est-ce que tu avais déjà ça en tête quand Bah tu oui, regardais? parce qu'en fait, avant de partir faire le tour du monde, j'avais fait des voyages d'un mois par-ci par-là, au cours desquels j'avais écrit des petits récits de voyage qui avaient été lus par quelques centaines de personnes à qui je l'avais envoyé et j'avais eu des très bons retours, etc. Donc tout le monde m'avait dit, quand j'ai annoncé que je partais faire le tour du monde pendant 1 an, tout le monde m'a dit il faut absolument que tu écrives un livre sur ton voyage, etc. On veut la version longue de tes petits récits, tout ça. Donc c'était ça mon projet au départ et j'avais même un deal avec un éditeur avant de partir et tout, qui avait lu mes petits récits et donc voilà, je voulais écrire un livre, mais en écrivant le livre, je me suis rendu compte que en cours d'écriture que je voulais toujours écrire des choses drôles, en fait, c'était plus fort que moi. Et donc, comme j'étais déjà comédien, que c'était mon métier, tout d'un coup, en fait, j'ai eu un déclic un soir sur ma petite table en train d'écrire. Et je me suis dit, mais vraiment, c'était d'un coup, hein, c'est comme une révélation. Je me suis dit, mais c'est pas un livre qu'il faut que j'écrive, c'est un one-man show. Parce que ça me correspond beaucoup plus, c'est ma vraie nature. Et puis surtout, en fait, moi, ça faisait très longtemps qu'en tant que comédien, je voulais faire du one-man show. Et je l'avais jamais fait parce que je me suis dit, le jour où je le ferai, je veux vraiment avoir un truc original à raconter et pas parler de la même chose que tous les autres humoristes. Et alors justement, à propos de trucs voilà. original, j'ai jamais... C'est marrant, alors t'as dû te renseigner peut-être, mais t'es le seul à avoir utilisé cette matière-là pour faire un one-man show. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un comédien qui fasse un spectacle là-dessus. Ouais, sur alors, le voyage. oui, je suis le seul humoriste qui a vraiment fait un one-man show comique qui parle que de voyage. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas forcément comédiens d'ailleurs à la base, qui ont fait des spectacles seuls en scène où ils racontent leur voyage. Mais la différence avec moi, c'est que c'était pas forcément c'était pas du comique. drôle. Ouais, on était plus dans le bourringer qui raconte voilà. des villes. Tu te rappelles pas de Bourringer, c'est beau une ville la nuit? Il est magnifique. Il avait une émission de radio sur Europe 2 à l'époque et puis il en a fait sur scène aussi. Bon, il a beaucoup voyagé, Bourringer, c'est un type qui
voilà, il s'est beaucoup baladé, surtout en Amérique latine, tout ça, et en Afrique, beaucoup en Afrique. Et il avait écrit toute une série de textes incroyables, et il se mettait sur scène comme ça. Mais voilà, c'était plus cet esprit-là. Il t'emmenait pas du tout dans une ambiance rigolote, mais c'était très intimiste, très. J'avance dans la rue, elle sombre. C'était vachement bien. Mais t'as jamais interviewé dans une de tes émissions une nana, j'ai complètement oublié son nom, qui doit avoir une 50aine d'années, qui est une randonneuse. Elle a fait un spectacle où elle parle de ses voyages. Je crois que ça s'appelait 2 bras, 2 jambes ou quelque chose comme ça. Non, ça te dit rien. Ah non, ça me dit rien, ça. Ouais. Ah, pop-up, Flo, au boulot. Oui, on va chercher. Et il y a un mec aussi qui avait fait un spectacle qui s'appelait Jetlag, où il parlait de voyage aussi, mais... Oui, ça me parle. Voilà. Mais sinon, je me demandais pourquoi le thème est pas plus utilisé. Bon, peut-être parce qu'il y a moins de gens qui voyagent et qui sont comédiens et qui veulent faire du one-man show et qui ont une plume pour écrire des spectacles comiques. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses à... Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, bah, il n'y a que toi. Alors. Non, après, il y a d'autres humoristes qui ont des sketchs, des bouts de spectacle qui parlent de voyage, mais c'est pas. Ou c'est sur un pays, ou c'est Gad Elmaleh qui va faire un truc sur le Maroc, ou c'est des trucs comme ça, sur l'immigration, sur les Portugais qui arrivent, des machins comme ça, mais. Vraiment sur le côté routard, quoi. Je fais le tour du monde, il y en a pas. Il y en a aucun qui fait un récit de voyage comme ça. Le 2 bras 2 jambes, c'est une ardéchoise, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Ah. Tu m'en as parlé tout à l'heure? Oui, quand putain d'Alzheimer. À la boulangerie. Moi, j'étais pas là, donc je sais pas. Bonjour. Justement, tu me lâches. Ah, désolé, quand je te lâche là. Grave. Mais je t'en ai parlé qu'une ardéchoise était partie jusqu'au Japon. Ah oui, ça tu m'as dit, mais tu m'avais pas dit qu'il avait fait un spectacle. Si, bien sûr. Ah bon. Ah, c'est que tu m'as pas j'ai raté la fin de la phrase. Bon, on va retrouver l'ardéchoise alors. On va retrouver l'ardéchoise. Il y a un de mes humoristes préférés. Hop, on n'entend plus son micro. Attends, non, parce que t'as éteint là. Ah ouais. Voilà. Il y a un de mes humoristes préférés qui parle pas mal de voyages dans ses spectacles. Il s'appelle Russell Peters. Alors il est pas connu. Il est pas connu en France. Pourtant il est extrêmement connu dans les pays anglo-saxons. Alors en fait c'est un Canadien à l'origine, mais qui est d'origine indienne. Donc c'est-à-dire que quand tu le vois, il est indien physiquement. Mais il est de nationalité canadienne et il vit aux États-Unis maintenant. Mais c'est un mec qui joue dans des trucs comme le Stade de France, tu vois, dans des pays anglo-saxons. Il est vraiment très connu. En France, pas. Et moi, je l'aime beaucoup. Il est super fort et il a pas mal de sketchs où il parle de voyage parce qu'il a lui-même pas mal voyagé. Et je conseille à tous ceux qui peuvent suivre. Oui, après, il a des spectacles sur Netflix sous-titrés en français, donc il n'y a pas forcément besoin de parler anglais pour aller voir ses sketchs. Mais c'est super, il a un sketch sur l'Inde, mais tu peux pas faire mieux, quoi. Tu te dis. Justement, j'ai te demandé parce que l'Inde, tellement bien les accents, lui. L'Inde, c'est tellement dingue que il y a matière à rire et à pleurer d'ailleurs, mais aussi je suis jamais allé en Inde. Ça fait pas partie de ses voyages. Bon, sortez immédiatement de mon salon. Fallait pas dire ça. J'ai hyper envie d'y aller. Mon pote, mais t'écris 3 ans. T'écris 3. Non, mais alors la question qui allait venir. Est-ce qu'à ton avis, quand il y a des pays qui offrent plus d'inspiration dans l'humour que d'autres, ou est-ce que de toute façon l'humanité, quand on la prend par un biais ou par un autre, elle est rigolote, ou est-ce qu'il y a des pays où vraiment, bon putain, ils sont pas drôles ici, quoi. Ouais, alors franchement, il y a des pays où j'ai passé beaucoup de temps et dont je parle pas du tout dans mon spectacle en fait. Et il y en a d'autres ou qui m'inspirent plus. Enfin, moi, franchement, j'ai été plus inspiré par l'Afrique en général. Après, je fais pas beaucoup de blagues. En fait, enfin, je parle pas beaucoup des pays occidentaux dans mon spectacle parce que. Bah, c'est nous. Parce que voilà, c'est nous en fait. Ouais. Enfin, c'est pas en parler, ça n'a pas forcément. Nous, on n'est pas drôle. Pas forcément drôle à nos propres yeux en fait. Quand t'es africain, on est drôle. Voilà, oui, exactement. Vous vous souvenez pas de Séverin? Tout est une question de point de vue. Mais oui, vous vous souvenez pas de Séverin? Tiens, un jour, faut qu'on rappelle Séverin. C'est un auditeur de la planète historique aussi, un peu comme Henri David, qui est de Côte d'Ivoire. Et la première fois qu'il nous a appelé, il est prof en Côte d'Ivoire et il faisait un an à la fac à Nantes, dans une fac à Nantes. Et un jour, je reçois un coup de fil de ce mec. Et je me rappelle, il y avait une campagne dans les rues en France pour que les gosses arrêtent de fumer. C'était une campagne, ne laissez pas vos enfants fumer, tout. Et le gars m'appelle et il me dit, mais pourquoi vous faites une campagne pour empêcher aux enfants de fumer? Je lui dis, pour qu'ils arrêtent de fumer, machin. Bref. Il dit, mais pourquoi c'est pas les parents qui leur disent? Et là, je me suis dit, oh putain. Voilà. Ah oui. Le regard du mec de l'extérieur qui dit, vous êtes cons, quoi. Dites-leur à vos enfants. Et non, nous, on met des affiches. Et éduquer vos enfants. Et là, du coup, après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, Séverin, franchement, dès que tu vois des trucs comme ça, tu m'appelles. et en fait, ce regard, et ça, c'est génial, parce que nous, on a un regard d'occidentaux
très curieux ou amusés ou terrifiés ou ce que tu veux sur des cultures qu'on connaît pas bien, africaines, asiatiques, ce que tu veux. Et on a rarement l'inverse parce que pour des raisons simples, c'est qu'ils voyagent moins, c'est plus difficile d'avoir des visas, tout ça. Mais quand tout à coup, tu as le point de vue d'un mec qui a jamais quitté la Côte d'Ivoire et qui met le doigt sur des trucs un peu absurdes ou rigolos comme ça, ça fait vachement de bien, je trouve. Et ouais, voilà, je sais pas pourquoi on parlait de ça. Oui, c'est parce que c'est... Non, après, c'est sûr qu'il y a plein de choses drôles à raconter sur nous, enfin, sur le mode de vie des Occidentaux. Oui, mais les autres font ça très bien. Voilà, la vie speed à Paris, mais du coup, c'est pour moi, que si moi je le faisais, ça parlerait pas vraiment de voyage, du coup. Bien sûr. Moi, j'emmène vraiment les gens au voyage et je leur fais faire le tour. Il y a un côté carnet de route quand même dans ton histoire. Mais aussi. cela dit, attends, moi j'ai tout un sketch à la fin de mon spectacle sur mon quartier en fait à Paris. Et parce qu'en fait, j'ai vécu pendant 14 ans à Barbès-Château-Rouge. Et là, il y a du monde. Qui est un quartier qui fait voyager déjà, voilà. Et donc, en fait, à la fin de mon spectacle, je parle de l'Afrique et en fait, je compare l'Afrique, la vraie, avec Château-Rouge, Barbès, qui est le quartier africain de Paris où je vivais pendant toutes les années où j'ai joué le spectacle. Et donc, voilà, et je comparais un peu... Enfin, je parlais des différences et des similitudes entre la vraie Afrique et l'Afrique à Paris. Et donc, je parlais un peu de Paris d'une certaine façon. Bon, on repart en France puisque Covid oblige, tout le monde voyage en France. Ouais. C'est Françoise Dascq, l'Ardéchoise. Voilà, Françoise Dascq, d'accord. D'accord. Mais il se passe des trucs en Ardèche. Bah oui. Tiens. Non, mais je me moque. Reviens voir. Mais oui, je vais revenir. Emeline et Julien, c'est ça ? Ça doit être ça. Oui, Emeline ? Ah, je sais pourquoi ça va pas marcher tout de suite. Ah bah oui, parce qu'il faut que tu branches le bousin. C'est de la radio dans le salon, hein, les gars. T'as compris, c'est détendu. Coucou Emeline. Allô Emeline. Salut, ça va ? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans l'émission, il y a Stéphane, Flo, Henri-David Cohen et votre serviteur Eric Lange qui est là. T'as vu, je parle de moi à la troisième personne. Oui, oui, ça me plaît j'ai bien. décidé de sortir de mon corps, comme je t'ai expliqué l'autre jour. Oui, tout à fait. Après 56 ans de vie avec moi-même, j'en ai marre. Je peux plus, donc je me mets à côté. C'est parfait pour se débarrasser des Il va choses bien. qu'on n'assume pas. Il va super. Ouais, en plus. Désolé, elle a été facile. Bon, bah vas-y, continue. Non, je boude. Je fais des boudins. Oh, salut Emeline, ciao, je fais des boudins. Bon, vous êtes où, Emeline ? Là, on est en France, dans le Pays Basque. On a fait une petite journée de rando. On vient de poser la tente avec la vue sur la Rhune et un troupeau de chevaux sauvages à côté. On n'est pas trop mal. Ah, mais la Rhune, je connais bien. Pour une fois, je connais un truc en France. Des chevaux sauvages. Au-dessus d'Andaï, c'est ça. Il y a des chevaux sauvages dans le Pays Basque. Je connais même le nom des chevaux sauvages. C'est ça. Les potchoks. Les petits chevaux. Ah oui. Mais c'est ça, tout à fait. Sauvages, ça veut dire qu'ils appartiennent à personne ? Ouais. Ah ouais. Non, il y a. Ouais, alors, je sais pas s'il y en a encore. Je sais pas s'il y en a encore des vrais comme ça dans le Pays Basque, mais c'est vrai que dans le Pays Basque, c'est un des rares endroits dans le monde où il y a encore. Peut-être aujourd'hui, tu vas me confirmer ou pas, des troupeaux de petits. C'est des petits chevaux, les petits potchoks. Je sais plus d'où ils viennent. Il y a toute une histoire avec les potchoks. Et ils sont sauvages, ouais. On les entend. Ils sont juste à côté. Ils ont des cloches, donc je pense qu'il n'y a pas de sauvages, mais en tout cas, ils sont en liberté. Non, parce que je me demanderais en fait pourquoi des gens comment c'est possible en fait que des gens les ramènent pas chez eux, tu vois ? Parce que je crois que c'est des animaux que tu peux pas faire vivre en étable et tout ça. Ils dépriment et ils meurent, un truc comme ça. D'accord. C'est vrai ça ou pas ? Je dis. Ouais, puis c'est. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ils ont l'air heureux. Ils ont une belle vie. Alors, le côté obscur de la force, c'est que je crois qu'on vend des saucissons de potchoc. Bravo. Oh non, là, ça casse tout. Dis pas ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a des... Bouh. Deuxième bout. Non, je connais bien la Rhune. Et alors, vous avez fini ou vous commencez ? On continue, on commence, on est au milieu de plein de choses et on va finir fin d'année. Parce que non, mais vous faisiez pas un chemin de randonnée qui fait toutes les Pyrénées ? C'est pas ça ? Ouais, plus ou moins en fait. On était parti il y a 2 ans en tour du monde à vélo et on a été stoppé comme beaucoup par le Covid en Argentine. Donc on a dû être rapatriés. On devait finir notre voyage fin d'année. Et puis on s'est dit qu'on voulait pas tomber dans la déprime et repartir tout de suite dans une vie sédentaire. Et qu'on voulait découvrir un peu la France qu'on connaissait pas mal. Et puis on a quand même la chance d'avoir des jolis paysages et de belles montagnes, parce que nous on est un peu fans de montagne. Et donc on s'est dit, on est originaire de Toulouse, qu'on allait, on est parti de Toulouse du coup, qu'on allait redécouvrir un peu les montagnes qui sont à côté de chez nous, donc les Pyrénées. Donc en fait l'objectif c'est vraiment la HRP, donc c'est la haute route pyrénéenne. Donc c'est une route qui en chemin des crêtes traverse tous les Pyrénées, mais on voulait y aller à pied. Donc on est parti de Toulouse par Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à l'Esquin. On a récupéré le GR10 qui est assez connu jusqu'à Hendaye. Donc on est arrivé à Hendaye il y a 3 jours.
Et là, on repart d'Hendaye, du coup, par la HRP jusqu'à Banyuls. Donc là, c'est notre premier jour de HRP. Donc c'est le début, effectivement, de notre grande traversée des Pyrénées. Premier jour de quoi? De la HRP, haute route pyrénéenne. Comment tu connais ça? Comment tu Ouais, connais c'est ça? ça, Il tout l'a à fait. dit. Ça y est, il était sorti de son corps. Lui aussi, Excusez-le. Il était déjà avec nous. HRP, mais comment t'as pu retenir un truc pareil? Tu connaissais avant? Non, moi je connais le HRP, Highway Randonnée Patrol. Mais c'est pas pareil. Ah, je connaissais pas ça. Non mais monsieur, la prochaine fois qu'on l'appelle, il est à Hollywood, quoi. Il nous répondra plus de toute façon, c'est bon. Steven m'a appelé hier, il est ok. Enfin, voilà. D'accord. Et mais attends, tu disais avant de reprendre une vie sédentaire, pourquoi vous avez choisi de plus avoir de vie sédentaire? C'est fini ça? Non. Disons qu'on était partis, on avait lâché nos jobs, nos appartements et on était partis pour 3 ans. On s'était donné 3 ans pour voyager, etc. Donc ça devait être à l'étranger et avec le Covid, on se refait un périple 100% français du coup. Donc on a prévu de rentrer que fin d'année. Pourquoi vous êtes rentrés? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Parce que en fait, tout le monde était un peu dans l'incertitude. J'imagine, vous avez eu le débat, on rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous a décidé? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vous a décidé Ça s'est décidé en fait un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on arrivait là, on était vraiment tout au nord de l'Argentine, dans la province de Salta. Et on a appris les infos. Donc on était dans une région qui est vraiment pas touristique et qui est pas du tout connectée. Donc on n'avait aucun réseau et on avait des réseaux dans les villes tous les 3-4 jours. Et à chaque fois qu'on arrivait dans les villes, en fait, on suivait l'actualité française. Donc on a suivi à distance l'arrêt des écoles, le confinement, etc. Et progressivement, en fait, l'Amérique du Sud a un peu suivi le pas de tous les pays européens et ont mis en place le confinement. Et en fait, nous, on s'est trouvé l'Argentine a dit, bah voilà, tout est confiné. Et on s'est retrouvés au milieu de nulle part. Et on nous a fait un laissez-passer, on a fait passer des tests médicaux, un laissez-passer pour qu'on puisse rapidement, du coup, arriver à la ville la plus proche, Salta. Et en fait, on a eu 3 jours, du coup, où on a dû speeder sur les vélos, donc un peu dans le désert, sur l'altiplano, on a dû passer 5-6 cols un peu en course à plus de 4000 mètres. Et en fait, on a vu au fur et à mesure les portes qui se refermaient. C'est-à-dire que le voyage à vélo, depuis 2 ans, dès qu'on s'arrêtait dans les villages, les gens venaient nous voir. Quand on demandait de l'eau, ça passait. Et on a senti vraiment une peur de l'étranger. Mais ce qu'on comprenait, parce que c'était les gens que vous connaissez pas, évitez-les, ce qui est normal en fait. Mais nous, du coup, on voulait pas donner cette directive-là à notre voyage. Et puis on s'est dit que ça allait pas se débloquer tout de suite. C'était en gros un coup de poker. Hein. Donc on a pris un des premiers vols de rapatriement. Et pendant un mois, on s'est dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Parce qu'en plus, on est arrivé en France. Ça faisait 2 ans qu'on était à l'extérieur, qu'on vivait notre vie. On est arrivé 1 mois et demi, du coup, pendant le confinement où t'étais enfermé, quoi. Donc, c'était un retour un peu dur à la réalité. Et on s'est dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Et en fait, ouais, je pense, parce qu'aujourd'hui, on peut circuler en France librement. Tandis qu'en Amérique du Sud, ça reste encore compliqué. Il y a encore beaucoup de confinement. L'hiver arrive, etc. Et puis voilà, il y a pas mal de pauvreté. Donc, ouais, parce que vous auriez pu, il y a eu des cas différents, des gens qui ont choisi de se trouver une petite plage peinard, un petit hôtel et hop, on va se confiner ici. Après, c'était difficile parce que tu savais pas si ça allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin, on savait rien, quoi. Donc, c'est ça. Et puis, honnêtement, rester à l'étranger, te confiner 2 mois, 3 mois dans un hôtel, moi, j'aurais pas pu, quoi. J'ai la bougeotte, j'aurais pas pu rester. C'était un coup de poker, quoi. Et puis, bon, écoute, là, on a pu repartir et puis on s'est fait un périple qui nous plaît bien, écoute, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, ça nous refera 6 mois à refaire dans quelques années pour refinir les Andes, du coup, d'Argentine en Colombie. Henri. Non, c'est juste pour dire, je connais un type qui est directeur commercial d'un hôtel 5 étoiles aux Maldives. Tu vois, enfin, un truc paradisiaque, les maisons sur pilotis, machin. Et ça fait genre 3 mois, enfin, depuis qu'il est bloqué dans l'hôtel. Il peut pas rentrer chez lui, il est marocain. Et donc, en fait, voilà, il est vraiment dans un cadre paradisiaque, mais il y a juste lui et quelques autres employés. Et bon, il en a vraiment marre. Il déprime, là, ouais. Ah ouais. Faire de la... Bon, ça a beau être magnifique, il fait de la plongée tous les jours, il en a marre. C'est le paradis. En fait, l'isolement, où que ce soit, même dans un lieu paradisiaque, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. C'est ça, ouais. Ça te fait une prison dorée, hein. Enfin, nous, en tout cas, ouais, pourtant, on s'est dit. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Quand j'étais là avec mes gosses, je me disais, mais je voudrais être confiné tout seul pour voir, bordel! Oui, mais. Moi aussi, au début du confinement, je me disais, j'aimerais bien être confiné sur une île tropicale avec un bon spot de surf à proximité. Ouais, mais ça répond à un besoin, tu vois, tu choisis ton moment. Alors que là, on te l'a imposé finalement. Paf, c'est tombé comme ça, tu l'avais pas choisi. Et je pense que c'est là le truc. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais, ça va être ça.
Oh là là, c'est plein de réflexions là-dessus. Mais après, le plus important, Oh, c'est ça aussi devient avec sérieux qui- d'un coup. non, ce qui est important, c'est avec qui tu es confiné. Aussi. Parce que par exemple, le type dont Ouais. je parlais là aux Maldives, lui, il a envie de revoir sa femme et sa fille, tu vois, Ouais, c'est ça. C'est ça. qui a 1 an et demi. Hmm. S'il avait été confiné, Avec sa femme et sa fille dans Là, un lieu ouais, paradisiaque. il aurait préféré, là, ouais. Ça aurait pu et une être nounou au différent. passage, Ouais. sympa, qui a pas de Covid. Non, parce que regarde, Doris, avec qui on était tout à l'heure, elle a pas eu de bol non plus, enfermée dans une auberge toute seule à Ouais. Nouakchott avec un Oui. type pas sympa. Tu sais qu'on C'est avait eu double peine, hein. en Bolivie qui avait sa femme, Eh ben, Yannick Yannick. est resté coincé en Bolivie avec les enfants. Et sa femme, elle, était coincée en France. Ok. Donc pendant des mois. Et eux ne pouvaient pas sortir pendant des mois. Les enfants n'avaient pas le droit de sortir, même pas un petit peu. Il était tout seul rien. avec eux. Confiné, fermé complètement. Il est vivant. Avec il les est- mômes. C'était compliqué. Ouais. Ça a été très Ouais. compliqué. Il est enfin rentré en France il y a 1 semaine, je crois. Mais ça a été très compliqué. Ma chère Emeline, bonne route à Oui. vous. On repasse un petit coup de fil là, dans 15 jours où vous en êtes dans les... J'ai un copain qui l'a fait, le truc que vous allez faire là, il paraît que c'est costaud quand même. Hein. La HRP Euh, Eh ben écoute, on va voir, on te toutes dit les dans Pyrénées, 40 jours, dans oui, ça 41 doit- jours. Ça doit être ça, ils étaient à 2, ils ont fait tout un... Oui, il doit pas y en avoir 36 des chemins bah, comme ça. Ouais. vous avez l'air bien entraîné, quoi. T'en as 3. Oui, c'est ça. Et puis comme on aime, quand on aime, on compte pas. On retraversera après les Pyrénées du coup, mais par l'école à vélo. Ouais, d'accord. Ça, Bah oui, ça, tant on qu'à va faire. les connaître les Pyrénées. Ok, bon, On bah, aura les super. jambes. Écoute. bonne route tous les deux, amusez-vous bien, on se À rappelle. bientôt. Merci. d'être passé. Merci Ciao. Emeline. Merci. Salut, ciao. bonne soirée. Bye. Ouais. Alors attends, t'as vu sa fille là? Hop, Allez, on prend Allez, Pierre, Allez, allez. Pierre, vite fait. 5 Pierre. minutes, Pierre. Attends, il faut changer. Regarde la technologie moderne Allez, du monde on mondial là. branche de- le cordon. Hop là. Et on y est. Pierre, Salut Pierre. si j'appuie sur un truc, tout va cater. Non. Pierre, t'es là? Ouais, est-ce Et- que vous m'entendez? Salut, oui, ça va, oui. Pierre. Bon, je te passe ta copine. Ah, Comment tu vas Pierre? ben, ça va plutôt bien, écoute. Et toi? Alors, bah, très bien. Il très est où bien, Pierre? écoute. Alors Pierre, c'est où, Eric. ouais. Alors il paraît, Flo, elle m'a dit, on a rencontré un gars qui avait jamais marché, voyagé tout seul, tout ça, et qui c'est sa première randonnée. C'est rigolo de l'appeler, voir comment il survit. Exact. Tu survis C'est ça. alors? Ou t'as tout lâché? T'es dans un Hilton, dans un. Non, le gars, il s'est collé dans un campanile au bord de l'autoroute. Il a ras-le-bol. Ça aurait pu. Non, alors ça se passe bien? T'es content? Ouais, ben, c'est un peu ça. Je suis un randonneur novice et pour le coup, j'ai terminé ma première étape de rando. C'était de Mans dans Lozère jusqu'à Auteuil vers Montélimar. Et j'ai terminé dimanche dernier, ça. Et ça va? Et alors t'as ta tente, le soir tu fais un petit feu et tout ça? Pour de vrai? Non, non, je suis vraiment novice. Je suis pas à ce niveau d'aventurier. Encore feu. l'histoire de Ah, faire je- des feux en plus en bivouac. Ardèche. Alors ça c'est du film parce que Ou alors c'est un Parisien qui vient et qui fait un incendie, quoi. clair. Bah les gars, je fais un petit feu, un petit barbecue. Bon, ok, pas de... Non mais tu dors dehors tout seul ou tu vas dans des auberges, tout ça? J'ai ma tente, du coup, l'idée c'est de camper. Pour le coup, les auberges et hôtels, c'est pas forcément c'est pas l'idée. Et puis même niveau sous, c'est pas ça non plus. Hmm. Et du coup, l'idée c'était vraiment de pouvoir camper. Dans un premier temps, j'avais repéré des étapes avec des campings, des petits campings municipaux souvent. Mhm. Et je m'étais dit que j'allais pouvoir parfois faire des campings sauvages ou des étapes étoiles. Et c'est pas vraiment venu. J'avoue que j'étais un peu flippette sur ce côté-là. Mais j'aurais aimé, mais c'est. On n'est pas obligé, hein. compliqué. On n'est pas obligé, pas obligé de dormir avec les sangliers. Hein. On peut laisser ça à Marius et à Stéphane. Hein. C'était pas forcément. C'est ça. impossible, Il y a mais- des warriors. Ils sont sympas les sangliers. Ils sont sympas les sangliers. Hein. Il parle avec les sangliers. Lui. Bah non mais forcément toi, j'en ai croisé quelques-uns mais écoute, Ça se passe bien. C'est genre les phrases qu'on peut placer facilement dans une conversation parisienne. J'ai croisé quelques sangliers. Écoute, sympa. Ça se passe bien. Moi, je croise pas de sanglier. Une fois, j'ai vu un sanglier, j'étais avec ma fille, et c'était dans une baraque dans le Midi. Tu nous aurais vu les deux là, avec Tania qui était là, avec les chaises tu sais, les chaises en plastoc de terrasse. Moi, j'avais pris un parasol. J'étais comme ça. Et je disais, il faut y aller qu'on attaque. Putain. Ah, tu nous aurais vu les chevaliers là. bon alors Là, c'était ça, en pleine nuit. Ils sont où, putain? bon, moi je suis sorti de ma tente en criant
Walpé. Ils sont partis. C'est bon, on aura eu le rire de Flo. C'est bon. L'important dans l'émission, c'est que Flo rit à un moment. Donc, on est tranquille. Bon, et alors, est-ce que tu découvres un nouveau toi-même en marchant tout seul sur les routes ? Est-ce que ça a un effet quelconque au niveau de toi ? Non. Pas forcément. C'est pas ça qui était recherché non plus. Mais après, bon, il y a la réflexion en étant tout seul. Mais c'est plus une expérience sociale, je trouve, une expérience de mobilité où on apprend à s'adapter au territoire dans lequel on est, que ce soit ruraux ou plus urbain. Et c'est vraiment le déplacement. C'est pas une randonnée que j'ai pu faire, c'est plus une itinérance. Du coup, il y a ce côté vraiment mobilité, transport. Il y a la marche qui est au centre, mais c'est pas. Il y avait aussi l'idée de. J'ai fait du bus, j'ai triché. D'ailleurs, en partant d'Aubenas où on s'est croisés. Oui. Je suis descendu un petit peu et puis j'ai vu qu'il y avait un bus à un moment donné. Et puis, t'as craqué? Non. Si, on a le droit, on est libre, on fait ce qu'on veut. Bon écoute, c'est bien. T'en as pour combien de temps là encore? T'es libéré quand? Non, là j'ai fait une escale dans la continuité du délire de bouger. L'idée, à la base, c'était de rentrer chez moi. Je suis originaire de Bourgogne, du coup, dans la Nièvre, après le Teil, en Ardèche. Hop. En tout cas, il n'y a plus de réseau. Il est en Ardèche. Ah bah voilà. Allô? Non, on l'a perdu, là. Je pense que ça bug. Ah, Pierre, voilà. Bon, Pierre, non, il est 7h10, faut qu'on y aille. Merci, Pierre. Bonne route, bonne randonnée à toi. Amuse-toi bien, on se tient au courant. Merci, Pierre. Ça marche. Salut, Pierre. Ciao. Bye. Monsieur Henri David Cohen, est-ce que tu trouves pas au bout d'un moment qu'il faut repartir sur la route pour actualiser un peu tout ça? Surtout si tu veux en faire un film. Est-ce que le monde change, le monde bouge, cher ami? Bien sûr, non mais attends, je continue à voyager. Tu continues, ouais. Déjà, t'as vu que j'ai beaucoup voyagé avec mon spectacle. Tournée internationale de 11 pays. Et puis je voyage beaucoup. J'ai été... là, juste avant le confinement, j'étais en Italie. Un mois avant, j'étais à la Martinique. L'année dernière, 2 mois avant, j'étais aux Maldives. Oui, et du coup, et les années d'avant, j'étais... rien que l'année dernière, j'ai été jouer au Sénégal, à La Réunion, au Maroc. J'ai voyagé, en fait. Ça va, oui. Non, parce que je veux dire, le monde change. Il y a d'autres situations qui peuvent arriver. Je pense à l'explosion des réseaux sociaux. Je pense à toutes ces choses-là qui sont arrivées quand même depuis il y a assez peu de temps et qui changent quand même nos rapports avec tous les gens qu'on rencontre. Oui, mon tour du monde, je ne l'ai pas fait il y a 30 ans non plus. Les réseaux sociaux c'était déjà bien développés. Non, il y a 10 ans. C'était pas pareil aujourd'hui. C'était mais... pas pareil. Sérieux, tout le monde a un smartphone maintenant. C'est vrai qu'il y a 10 ans, même au fin fond du Burkina, c'était pas pareil. Mais bon, ça, après, le développement des réseaux sociaux, c'est un thème de prédilection de nombreux humoristes qui n'est pas le mien, en fait. Moi, je parle pas de ça. Je parle pas de voyage et tout. Mais après, dans le film, franchement, les réseaux sociaux, là, dans le film que j'écris, ils n'ont pas une importance non plus. Ça pourrait se passer en 2020 comme en 2010 ou en 2000. Bon, alors là, t'es en train d'écrire. Ouais. C'est bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tes stars? Écriture et prévu quand? Non. Alors déjà, ce qu'on n'a pas dit une seule fois en fait pendant l'émission, je crois, c'est que mon one-man show s'appelle Le Tour du Monde en 180 vannes. Ouais. Voilà. Alors, je l'ai mis en ligne sur YouTube pendant le confinement pour que tout le monde puisse en profiter gratuitement. Et ça continue là, on peut le regarder il encore. est toujours sur YouTube gratos. Super. Voilà, après si vous voulez un bel objet à la maison, il y a le DVD collector qui est en vente pour 10 €. Numéroté, signé et tout. Mais je te coupe, je crois que tu l'avais partagé sur la page Facebook de... d'Allo la planète. Ouais. Ah, c'est possible. Il me semble, parce que en fait, quand Eric m'a parlé de toi, je le connais, on a dû avoir une discussion ou quelque chose ensemble. Ah, c'est possible, je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, j'avais dû le mettre sur Allo la planète. Mais alors achetez le DVD d'Henri David Cohen, 10 €, il est signé de son sang à lui. Voilà. Sinon, on va mettre le lien de toute façon partout. Nous, même noter le lien de la vidéo de YouTube et puis après. Allez voir le spectacle. Il y a la page Facebook Le Tour du Monde en 180 vannes pour ceux qui veulent discuter avec moi ou commander le DVD. Et donc, ce que je te disais, c'est que le film, c'est différent parce que autant le spectacle, il était vraiment très autobiographique. Je m'inspirais, je restais très proche de ce que j'avais vécu, etc. C'était
très basé sur mon expérience personnelle et mon ressenti. Et très peu le film, tu vas fictionner complètement. Le film, déjà, la grosse créer. différence, c'est que c'est 2 mecs qui partent faire le tour du monde ensemble, donc je suis pas seul. Donc il y a aussi beaucoup la relation entre deux qui va évoluer pendant le film. Et ensuite, après, oui, c'est beaucoup plus fictionné. Il leur arrive beaucoup plus de trucs plus d'aventure. extraordinaires. C'est une comédie d'aventure. Voilà. C'est bien. Bonne écriture, tiens-nous au courant. Appelle quand tu veux, passe quand tu veux. Tu vois, on est là tous les 15 jours. Merci. T'amènes une petite bière et puis voilà. Merci tout le monde. Stéphane, Flo, un truc à rajouter, quelque chose, non? On cherche toujours un milliardaire pour financer la radio. Bon voilà, je me place, on sait jamais. Des fois qu'il écoute. Merci à Bruno Castor qui, à chaque fois qu'on donne une info, met le lien sur le groupe de la merci radio. Bruno. Ouais. Alors il y a un nombre de gens à Aubna. Tu connais Aubna? Tu sais ce que c'est? C'est une ville en Ardèche où ils habitent. Et il y a un tas de gens qui participent à faire cette émission. Il y a un graphiste, il y a un gars qui fait du jiggle, et donc il y a un gars qui s'occupe de. Pour un coup, ils sont pas tous d'Ardèche, mais lui, il est sur Avignon, je crois. Ah d'accord. Il est pas très loin. Enfin bon, merci à tous ceux qui nous donnent un coup de main. Moi je savais même pas qu'il y avait tous ces gens. En fait, ils me disent pas tout. On va faire une grosse fête à la planète en Ardèche au mois de septembre. Mais oui, c'est là où tu me mets dans une montgolfière. Non, pas encore. Non, pas encore. Mais c'est. Non, il me prévoit des trucs. Mais on fait une teuf en Ardèche? Oui, au mois d'octobre. Il faut juste que tu me donnes une date et qu'on cale ça. Voilà. Faut demander à Gabi. Gabi, si tu nous entends. Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Donc, on en refait une le 1er août. Oui, c'est ça. La dernière de la saison. La dernière de la saison. Ouais, faut faire passer après. Moi, je suis là. Je bouge pas tout le monde. Non, je fais le. Alors, rendez-vous pour les fidèles, les très sympas, de 5h à 6h30 tous les matins sur RTL. Et ouais, tout le mois d'août. Oui. Et vous entendrez d'ailleurs des auditeurs d'Allô la planète. Et si vous voulez passer sur RTL, tiens Henri, David, si tu veux, tiens, on en reparlera. Ouais. Je passe un coup de fil chaque jour. Ils m'ont demandé de passer un coup de fil chaque jour dans la matinale à des personnes qui habitent à l'autre bout du monde. Et l'angle, c'est plus changement de vie que voyage. Voilà. Donc si vous voulez participer, vous envoyez un petit message. Via la page Facebook. Mais ce sera en direct à 5h tous les jours? J'enregistrerai. Oui, alors moi je suis en direct de 5 à 6h30. Je fais encore man. Tu sais. RTL, il est 5h, tout ça. Je fais gagner des montres. Et c'est vrai en plus, montre RTL. Mais il y a une des chroniques, ce sera des gens qui sont à l'autre bout du monde, mais on enregistre les chroniques. D'accord. Voilà. Donc je suis là au mois d'août. Donc si tu veux repasser dans le salon, voilà. Je suis là. Ça marche. Très bien. On en reparle. Ça roule. Ça marche. Merci tout le monde. Tu peux appuyer sur le truc. Allez. 3, 4, 12, c'est parti. Ciao merci, touti. bye bye. Bonne route. Ciao. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis le bon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.